télécommande. Bien, merci, merci Magali surtout pour nous avoir invités en fait à partager avec vous aujourd'hui quelques idées qu'on a sur de façon modeste, mais l'avenir des TIC, des technologies de l'information. Et on a choisi avec Magali un thème, mais qui fait déjà résonance avec les interventions précédentes, la télévision, pour se concentrer sur le média peut-être le plus symbolique et qui entre en ce moment, après la presse, après plein d'autres médias et la musique par exemple, qui ont connu les affres de la révolution numérique. La télévision aujourd'hui est en train d'entrer, on a parlé de la télé connectée, on est un peu à ce démarrage de cette évolution extraordinaire. Je teste. Voilà. Pour faire cet exercice, je vais m'appuyer sur une production un peu personnelle qui est grâce à une petite machine temporelle personnelle que je me suis fabriquée qui me permet d'aller tous les 2 fois par mois en 2020 et de ramener une petite chronique de prospective, on va dire amusante, que je publie dans une revue et sur mon blog, mais qui me permet aussi de... Alors, évidemment, c'est moins puissant que le fameux chronoscaphe de Mortimer pour les amateurs, mais l'exercice que je vais faire aujourd'hui aussi va s'alimenter des études beaucoup plus sérieuses que font mes collègues du J-World Institute. Nouveau nom pour ceux qui connaissent, je donne quelques repères de l'IDAT. On est aussi en phase de mutation, touché par la vague numérique comme tout le monde. Alors, je vais vous convier, je n'aurai pas de démo moi non plus, parce que ramener une démo de 2020, c'est un petit peu compliqué. Si j'arrive à passer... Néanmoins, en 2020, voilà. En 2020, pour ceux qui suivent un peu l'actualité sportive, ce qui n'est pas mon cas, ça sera les Jeux Olympiques. Donc nous sommes en plein Jeux Olympiques. Je ne suis pas fanat des grands événements sportifs, Daniel, tu m'excuseras, mais on est forcément gagné, quand c'est planétaire à ce point, on est gagné par la ferveur et on se retrouve facilement embarqué dans le salon d'amis pour regarder ces événements qui finalement finissent par nous passionner. Et en 2020, dans le salon, on aura certainement des écrans géants, beaucoup plus importants que ce qu'on a aujourd'hui. Ça sera certainement un écran mural qui sera certainement en 3D, 3D sans lunettes, je précise, la 3D qui peut être participative, la vraie 3D, et pas non individuelle et fermée avec des lunettes. En ultra haute définition, juste la HD, on est en train de la découvrir, c'est déjà assez bluffant. Là, ça sera 16 fois la définition de la HD actuelle, la Ultra HD. Donc une immersion et une expérience qui sera extraordinaire. Et bien sûr, une télé qui sera connectée complètement à l'Internet et aux réseaux sociaux qui permettra, et je ne reviens pas là-dessus, d'échanger des émotions, des commentaires, ce que tu as très bien décrit. Alors, cette télévision, ce n'est qu'une forme de la télévision qu'on va pouvoir découvrir. Il y en aura bien d'autres, mais avant de rentrer dans ce détail-là, je voudrais faire juste un petit détour, et tu l'as évoqué aussi, Mélanie, par 3 grandes tendances, 3 révolutions, en fait, qui vont changer la relation qu'on a avec la télévision et le téléviseur. Alors, on est en train de passer, c'est vraiment ce que tu as évoqué, quelque chose auquel on s'est finalement habitué, notre clavier, notre souris et notre écran passif. On est en train de l'abandonner, c'est en train de se passer en ce moment sous nos yeux. La tablette, le mouvement, le toucher et la voix vont être les nouveaux modes d'interaction qu'on aura avec nos machines. Beaucoup plus naturels, beaucoup plus intuitifs, beaucoup plus immédiates. On n'est pas encore au bout, puisqu'on est en train de le découvrir, de cette évolution, de ce phénomène qui va changer aussi la façon certainement de réfléchir et de penser, parce qu'on va avoir un autre accès à nos contenus et à nos grandes applications. Mais ça sera un moyen aussi de nous débarrasser de ces télécommandes qui ont envahi notre quotidien et dont on ne sait plus très bien se servir tant elles sont complexes et nombreuses. Mais ça, c'est qu'un des aspects, évidemment. Mais c'est une évolution qui va être importante. Je rentre au-delà de 2020, d'autres technologies que j'ai à peine esquissées ici, parce qu'elles sortent des laboratoires en ce moment. Ce n'est plus une utopie, mais c'est encore un peu de la science-fiction, le contrôle de nos devices, de nos machines, de nos terminaux, par la simple force de l'esprit et du cerveau. La deuxième révolution, c'est la révolution des écrans. Les écrans, ça commence à être banalité de le dire, ils sont complètement invasifs. Ils ont envahi notre quotidien à domicile.
ils envahissent toutes les pièces de la maison, ils envahissent aussi tous les lieux publics, les lieux collectifs, qu'ils soient privés ou collectifs, la rue, ici j'ai pris quelques exemples, mais il y en a évidemment beaucoup plus, tous les transports, et puis, on est un petit peu en retard là-dessus, mais en Angleterre ils sont allés un peu plus vite, nos classes par exemple, où les vieux tableaux deviennent des tableaux interactifs, et des tableaux où, sur tous ces écrans, potentiellement la télévision, d'une manière ou d'une autre, d'une manière adaptée bien sûr, pourra être diffusée. La troisième révolution qui va impacter et qui va rendre absolument, qui est absolument nécessaire pour que tout ça prenne corps, c'est la révolution des réseaux. On est juste un peu à la date départ de l'évolution de ces réseaux. La fibre optique pour les réseaux fixes, c'est fondamental. Sans ça, on ne pourra pas avoir de 3D, d'ultra HD pour toutes les chaînes qu'on va vouloir diffuser jusqu'au domicile. On est au début de ces investissements, à un moment où l'Europe est touchée par une crise assez fondamentale et qui demande de faire des choix pour savoir si on va pouvoir accélérer ces investissements alors qu'ils ont déjà été consentis de façon massive, par exemple en Asie, où 100% des abonnés dans certains pays comme le Japon ou la Corée sont quasiment connectés à la fibre optique. Mais on aura aussi besoin de réseaux mobiles. L'Internet mobile, donc pour la télévision, est un vecteur majeur. Et là, les réseaux que vous avez aujourd'hui, vos terminaux qui sont en 3G, seront insuffisants. Et il va falloir investir dans la 4G. Ça commence en 2013 en France. Ça a commencé un petit peu dans d'autres pays d'Europe, en Suède, qui est jamais en retard. Mais c'est quelque chose sur lequel on est un peu plus optimiste sur la couverture de la population, parce que les opérateurs s'y mettent les bouchées doubles et vont aller très très vite. Et donc, à l'horizon 2020, on devrait avoir, dans une vision un peu optimiste pour la fibre et sûrement réaliste pour la 4G, une couverture de la moitié de la population, ce qui laisse encore l'autre moitié sans couverture, ce qui est un vrai problème, parce que la télévision est un bien collectif, ça a été pensé comme ça presque dès son origine. Tout le monde doit pouvoir accéder à des services de télévision. Donc on voit que c'est un chemin qui va quand même au-delà de 2020. Pour revenir à la télévision elle-même, je vais retracer, mais à grands pas et en 2 minutes, l'odyssée de la télévision, simplement pour retracer sur cette matrice que vous ne voyez pas très très bien, mais sur lesquelles, en fait, on voit que dans les années 50, la télévision est entrée, a fait éruption dans le foyer, par le salon, et en général pour la famille. Un réseau hertzien, un téléviseur, 1, 2, 3 chaînes. C'était particulièrement simple, mais extrêmement puissant. C'est devenu en quelques années le média roi, le média de référence qui suscitait 1000 débats que je n'ai pas évidemment le temps de retracer ici. 35 ans plus tard, juste à la veille de la révolution de l'Internet, en 85, on a déjà tous les ingrédients de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Là, c'est le slide suivant. Je n'y arrive pas vraiment. La télévision commence à sortir du salon, elle devient portative, elle commence à envahir aussi, pas envahir, mais elle commence à sortir du foyer avec quelques écrans qu'on retrouve dans les stades pour des événements sportifs ou des concerts. On commence à s'habituer à avoir plusieurs réseaux, le satellite, le câble, l'hertzien, beaucoup de chaînes qui commencent à arriver et une nouvelle expérience de la télévision. Internet arrive et en 2020, la matrice est quasiment remplie, les écrans sont partout, la télévision, en même temps qu'elle devient de plus en plus collective et partagée, devient en même temps extrêmement personnelle. Les écrans sont sur soi, on peut faire sa télévision soi-même, on va piocher dans un catalogue de vidéos et de programmes illimité. Il n'y a plus de limite à l'accès à des contenus. Et on peut se forger, comme on se forgeait sa propre bibliothèque, ces programmes de télévision à la demande. Et ça, c'est un véritable changement par rapport à ce média qui était quand même extrêmement normé et qui nous arrivait prêt à l'emploi. Alors, j'ai largement le temps pour pouvoir ralentir un petit peu. Alors, on peut se demander, et certains l'ont écrit, se sont posé la question, finalement, est-ce que cette banalisation à l'extrême de la télévision, noyée dans des océans de contenu et des océans d'écran, est-ce que ce n'est pas la fin de la télévision? Complètement banalisée, dissoute
dans sa propre essence. Et finalement, on peut se poser la question un peu différemment, parce que c'est une question qui, et je finirai aussi là-dessus, une question un peu plus stratégique et industrielle, mais qui a une forte résonance pour nous, Européens, sur la question de savoir quel est l'avenir des chaînes de télévision. Je pense que la télévision, on a pu poser la question un peu provocante de la fin de la télévision. On peut répondre assez facilement à cette question. Non, elle n'est pas morte. Elle est partout. Elle va être omniprésente. Alors, il faudra s'y habituer. Hein. Il va falloir s'acclimater à cette présence qui sera, pour certains, vécue comme extrêmement pénible parfois, mais il faudra faire avec. Par contre, quel sera l'avenir des chaînes de télévision? Ça, par contre, c'est une question beaucoup plus sensible, parce qu'elles sont soumises, comme les majors de la musique, comme les groupes de presse de façon presque dramatique aujourd'hui, à des pressions extrêmement fortes. D'autant plus fortes que nos chaînes de télévision sont assises, du point de vue de l'Internet, sur un tas d'or, sur une mine d'or. Une mine d'or qu'on peut, ici je l'ai synthétisé sur trois grands axes, et qui attise la convoitise. Alors la convoitise, je désigne personne, mais évidemment, notamment des géants de l'Internet, qui sont passionnés et qui sont très avides de cette audience qu'a toujours la télévision aujourd'hui. Ça reste le média de référence. Le temps vidéo et télévision est toujours en augmentation aujourd'hui, alors qu'on pensait à une époque qu'il allait se réduire par l'attention qui était captée par tous ces écrans et par tous ces programmes, et notamment par l'Internet. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas le cas. Il y a une appétence sans cesse renouvelée pour des contenus, des programmes et de la télévision. Encore en 2011, le temps vidéo, qui doit être un peu plus de 4 heures par jour en moyenne en France, avec les derniers chiffres de Médiamétrie, montre que c'est encore en augmentation, sans compter tous ces écrans sur lesquels on peut regarder, évidemment, qui sont portables et sur lesquels on regarde de la vidéo, et tout n'est pas compté. Et il y a une espèce de temps vidéo dont on ne sait pas exactement ce qu'il est, mais qui n'est certainement pas en réduction. On peut faire le parallèle avec la presse ou l'écrit, sur laquelle on peut avoir des interrogations plus fondamentales, puisque des générations sont peut-être en train de quitter l'écrit. Ils ne sont certainement pas en train de quitter l'image et la vidéo. Cette audience, cette attention, elle est aussi fragmentée parce qu'aujourd'hui on zappe, elle est menacée, en tout cas pour les chaînes de télé, parce qu'ils avaient l'habitude de contrôler à peu près le zapping quand c'était sur l'écran de télévision classique. On zappait, oui, mais d'une chaîne à l'autre. Aujourd'hui, quand je suis sur ma tablette, je zappe, mais de la télévision vers de la musique, vers un livre, éventuellement, vers un journal, un magazine. Je zappe à l'intérieur des médias eux-mêmes. Et mon attention, l'attention, pour les théoriciens de l'économie de l'attention, c'est la vraie valeur de l'Internet, c'est celle qui permet de passer à l'étape suivante, à la pub, ce trésor aussi que captent encore beaucoup les chaînes de télévision, qui fait une partie très très importante de leur business model, de leur modèle économique. Eh bien, il est extrêmement convoité, là aussi par les géants de l'Internet, qui ont mis en place des stratégies de captation de la publicité au niveau mondial. Et évidemment, cette réserve de publicité qui est attachée à la vidéo, à la télévision, est extrêmement importante et est encore une nouvelle frontière qu'il souhaiterait franchir. Pas tout de suite. Voilà. Alors évidemment, pour l'illustrer, il suffit, et on va assister avec intérêt à cette guerre qui est en train de lancer derrière le terme de téléconnecté. Derrière la téléconnectée, nous avons le face-à-face qui pose énormément de questions à tous les industriels de la filière, entre la télévision diffusée, broadcastée, classiquement, et puis la télévision, on utilise le barbarisme de over the top, la télévision qui arrive par Internet et sur lesquelles on peut aller se balader, aller chercher le contenu que l'on souhaite. Donc cette confrontation des deux mondes, de la télévision classique, pour aller vite, avec le monde de l'Internet, crée une opposition assez fondamentale et qui
qui va être illustré, donc on attend un peu les lancements, mais par l'arrivée, par exemple, de Google TV, de Apple TV. Tout ça est en préparation, est en train d'être lancé. On verra les effets entre aujourd'hui et 2020. Le dernier point et le dernier hold-up qui pourrait être fait sur le capital des chaînes, c'est leur capacité à créer des contenus et à créer des programmes. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une fracture qui est en train de se produire entre, d'un côté, des programmes qui sont extrêmement recherchés. Par exemple, je prends l'exemple des séries télé, les ados et une grande partie de la population regarde des séries télé. Bon, il faudra trouver d'autres réseaux, mais c'est déjà en train de s'organiser pour certains pour accéder aux dernières séries. Je fais juste référence au coup de tonnerre de Mega Upload qui vient d'être fermé, 13e site en termes de fréquentation mondiale, mais un site gris, un site noir, un site qui était parallèle, qui rappelle Napster en son temps. Voilà, cette espèce d'effervescence autour et cet appétit au contenu, c'est juste ça que je voulais illustrer, et qui fait qu'aujourd'hui, les frontières ont complètement bougé. Qui connaissait HBO comme marque de référence en Europe et en France? Pas grand monde. Aujourd'hui, tout le monde, notamment les adolescents, ont adopté cette marque. C'est une marque de référence, de qualité, pour des contenus très créatifs, où les stars de cinéma se précipitent pour tourner dans des séries à grand spectacle, des séries de qualité avec des bons scénarios. La création est en train aussi de changer, de s'orienter vers la télévision. Il y avait une fracture cinéma-télévision, elle est en train sans doute de disparaître. Tout ça change très très vite. Les chaînes de télévision, et je prends cet exemple d'HBO parce qu'il est assez symptomatique de la façon dont on va accéder demain au contenu, sans doute sans frontières, et ça pose la question de la conclusion. Je voulais finir là-dessus pour ne pas finir sur une note uniquement technologique, mais ça pose la question de la création de valeur, la création de contenu, et ça sera mon dernier slide, Magali, si tu veux m'aider. La création de contenu, la création artistique aussi, autant qu'on peut dire que certains programmes, certaines séries, certaines couvertures d'événements sportifs aussi sont des éléments de création vraiment originaux, et c'est ce qui va rester aux chaînes. Quand elles auront perdu l'accès aux séries, parce que ça sera peut-être diffusé différemment, eh bien, il leur restera le direct, l'événementiel, la capacité de créer des programmes intelligents, grand public, mais en tout cas de créer, et la question, notamment, qui est un peu inquiétante, parce qu'elle fait écho aux difficultés dans lesquelles l'Europe aujourd'hui est rentrée, c'est-à-dire serons-nous capables de créer des groupes européens, sachant que l'échelle nationale est clairement trop étroite et trop petite aujourd'hui pour répondre à ces enjeux. Aujourd'hui, les groupes médias, ce sont des choses extrêmement fragiles par rapport à des gros opérateurs de télécom, par rapport aux géants de l'Internet, extrêmement fragiles. Et donc, pourra-t-on répondre à cet enjeu extrêmement prégnant de créer des groupes médias en mesure de mettre les moyens pour réagir et se doter des capacités créatives, financières pour exister demain dans ce contexte. Voilà, je ne vous ai pas donné le résultat du 100 mètres féminin qui a été affiché tout à l'heure en 2020. Comme j'y retourne la semaine prochaine, je suis obligé à un certain droit de réserve. Ça, c'est ma petite cuisine, mais je vous remercie en tout cas.